Faisal Fiyad, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes un spécialiste du financement de l'innovation. Vous êtes en train de préparer un manuel de finance qui va être publié en fin d'année, mais vous êtes là pour parler de votre dernier livre, Super Croissance, aux éditions FIP. Alors dans ce livre, vous écrivez que la stagnation séculaire n'est pas une fatalité, qu'au contraire, nous sommes à la veille d'un régime de super croissance. Alors première question, qu'est-ce qui vous fait dire que la stagnation séculaire n'est pas une fatalité et que nous serions dans une phase de destruction créatrice liée à la 4e révolution industrielle? En fait, la stagnation séculaire, je pense qu'il est intéressant peut-être de revenir sur ce qui a amené le débat sur la stagnation séculaire. La stagnation séculaire, en fait, c'est un débat qui a été porté, enfin qui est ancien, qui a été porté au lendemain de la crise des années 30 par un économiste qui s'appelle Alvin Hansen, qui était conseiller, un petit peu conseiller du prince, qui était conseiller des présidents Truman et Roosevelt. Et donc, c'est la conviction que finalement, la croissance telle qu'on a pu la connaître, le régime de croissance un petit peu à deux chiffres, la croissance folle d'après-guerre, ne reviendra pas pour des raisons qu'on évoquera. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on vit des périodes un petit peu, et ce n'est pas neutre que cette théorie ait pu être formulée au lendemain de la crise des années 30, à chaque fois que l'on vit une période un peu de régression ou de ralentissement de l'économie, ces théories ressurgissent. Cette peur de l'avenir ressurgit, alors qu'en définitive, et c'est la thèse que je porte dans mon livre, les périodes de transition comme celles que nous sommes en train de vivre à travers la 4e révolution industrielle ont toutes les mêmes caractères, répondent toutes au même régime de transition. La seule singularité de celle-ci, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle, c'est qu'elle est beaucoup plus brutale que les autres. Et en vérité, nous sommes à la veille, à l'aube, d'une période de super croissance. Il faut avoir confiance dans la technologie. Alors une différence toutefois avec les précédentes révolutions industrielles aussi, c'est que cette révolution numérique, elle n'est pas porteuse d'investissements lourds en infrastructures avec des effets de ruissellement moindres sur le reste de l'économie. Ça fait partie des thèses de Gordon. Que répondre à cet argument? Eh bien, en fait, l'investissement n'est pas le sujet. En fait. Aujourd'hui, avec les politiques monétaires accommodantes qui ont été conduites d'abord par la Fed et ensuite par la BCE, un peu trop tardivement par la BCE à mon sens, ont inondé la planète de liquidités. Donc il n'y a pas de sujet d'aporie, si vous voulez, de financement. Par ailleurs, le vieillissement accéléré des pays développés fait que le stock d'épargne est très important. Donc on est au contraire dans une période où le facteur capital, vous savez, les trois facteurs dans la fonction de Cobb-Douglas, la croissance, c'est trois choses. Hein. Ce sont trois choses. C'est le travail, le capital et la technologie. Et là, votre question porte sur le facteur capital. Le capital n'est pas du tout, il n'y a pas un manque de capital aujourd'hui. On est plutôt dans une situation de surabondance. Le problème, et c'est le sujet que ne porte pas Gordon notamment, c'est que ce capital ne s'alloue pas vers les projets les plus risqués. Aujourd'hui, les banques, qui sont si vous voulez, les investisseurs institutionnels, répugnent, renâclent à investir dans les entreprises risquées. Pour la bonne et simple raison que les règles prudentielles de Bâle III les ont contraints à la fois sur la liquidité, mais également en termes de fonds propres. Donc elles doivent investir, enfin elles préfèrent investir dans des actifs sûrs. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui plutôt un manque d'actifs sûrs. Et puis, il y a aussi d'autres éléments qui montrent que l'argent ne va pas vers les projets les plus risqués qui sont porteurs de ces innovations radicales et qui vont porter la croissance de demain. C'est par exemple le recul aux États-Unis de l'industrie du capital risque. Vous savez, ces fonds d'investissement qui sont spécialisés dans le financement de l'innovation. En Europe, cette industrie se porte plutôt bien, mais aux États-Unis, où elle est structurellement plus grosse, elle est plutôt en recul. Il y a une étude de Harvard qui montre ça très très bien. Et donc tout ça est inquiétant, préoccupant. En fait, l'argent ne s'alloue pas vers les projets les plus risqués. Dernier point, si vous me permettez. Je pense que nous avons basculé à partir des années 60-70 dans un capitalisme de manager et non plus un capitalisme entrepreneurial. Vous savez celui que Schumpeter appelait de ses voeux. C'est-à-dire la vision de l'entrepreneur schumpeterien, c'est la vision de l'entrepreneur qui porte une vision messianique, qui se fiche de savoir si
le projet, enfin tel projet va brûler beaucoup de liquidités, mais qui a la vision de long terme. Aujourd'hui, les conseils d'administration sont peuplés de gens qui ont pour horizon le quarter, c'est-à-dire les résultats trimestriels. Aujourd'hui, le rapport au temps, à l'investissement long, l'investissement de long terme est aujourd'hui mis en danger par justement ce capitalisme de manager. Et ça, c'est préjudiciable. Donc la conjonction d'un canal du crédit, surtout en Europe, très intermédié par des banques frileuses, un recul de l'industrie du capital risque qui m'inquiète, et l'avènement de ce capitalisme de manager fait que malgré l'abondance de liquidités, les projets ne s'allouent pas vers les projets les plus risqués. L'argent ne s'alloue pas vers les projets les plus risqués. Alors justement, quels sont ces projets risqués auxquels vous pensez? Où sont les nouveaux gisements de croissance qui nous permettront d'atteindre ce régime de supercroissance? Alors, la question que vous me posez porte sur le facteur technologique. Souvenez-vous, j'ai évoqué tout à l'heure la fonction de Cobb-Douglas, et donc j'avais dit que la croissance, c'est la combinaison du capital, du travail et de la technologie. Les tenants de la stagnation séculaire mettent en avant le fait que nous atteignons, où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, un plateau technologique. Ce plateau technologique, il est le fait, d'après eux, de deux éléments, la conjonction de deux éléments. Le premier, c'est une baisse du rendement privé de la R&D et de la recherche, c'est-à-dire que je mets 1 euro, 1 dollar dans la recherche et j'ai moins de découvertes, j'ai moins de brevets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que les anglo-saxons appellent the pace of technological change, c'est-à-dire la vitesse du changement technologique. Et c'est l'observation que que le changement technologique, c'est-à-dire je fais une découverte dans un secteur, et en fait, cette découverte, alors qu'il me fallait peut-être 1 an et demi ou 2 ans auparavant pour la nourrir d'une nouvelle découverte, désormais, il me faut 3, 4, 5 ans. Donc voilà ce que disent les tenants de la stagnation séculaire. Moi, vous ne croyez pas au plateau technologique? Je ne crois absolument pas au plateau technologique. Je pense que ce qui bloque aujourd'hui l'innovation, c'est une recrudescence de la régulation. Aujourd'hui, alors qu'on avait assisté à une baisse de la régulation sous l'effet, à partir des années 80, d'un mouvement de libéralisation du marché des biens, des services, etc. On observe aujourd'hui une recrudescence de la régulation. Il y a beaucoup d'auteurs qui commencent à traiter de ce phénomène, mais il est encore assez peu connu en Europe. Je peux vous mentionner une étude de Harvard qui, à mon avis, est très intéressante. Les économistes de Harvard ont montré qu'en moyenne, l'introduction d'une nouvelle régulation dans les dispositifs médicaux conduisait à un essoufflement de la R&D de 8%. Donc ils font une étude sur une vingtaine d'années et ils montrent ça très bien. Aux États-Unis, l'industrie pharmaceutique est un bon exemple de ça. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a besoin de se nourrir en permanence d'innovation, de lancer de grands projets pour trouver de nouvelles molécules, etc. D'autant qu'elle est tenue au problème, vous savez, du patent cliff, c'est-à-dire la falaise des brevets, qui fait que leurs innovations actuelles, c'est-à-dire leurs molécules actuelles, dont elles disposent d'un droit exclusif d'exploitation, tombera dans le domaine dans le domaine public. Donc elles sont obligées d'innover en permanence. Et ces big pharma, vous savez, ces grandes entreprises de la pharmacie, investissent énormément. Et à chaque phase de test clinique, on observe depuis une vingtaine d'années, la FDA, qui est l'agence américaine de régulation du secteur, ajoute des nouvelles prescriptions, des nouveaux tests cliniques, etc. Et on observe que le rendement privé de l'innovation est en baisse. Mais ça n'est pas du fait d'une panne de la machine à idées, c'est cette résurgence un petit peu de la régulation après les années 80 et le mouvement de libéralisation que j'ai évoqué. Eh bien, merci Faisal Fiyad. Encore une bonne raison de croire que la stagnation séculaire n'aura pas lieu. Super croissance aux éditions FIP pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci encore. Merci.